Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. C'est l'émission qui explore et qui résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et vous l'aurez remarqué à ma voix, je ne suis pas Patrick, je suis Guillaume Vendée qui ai pris les manettes de l'émission pour l'été pendant que Patrick se repose. On lui espère beaucoup de repos. Et puis je suis accompagné pour cette émission de mon frère d'armes, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, bonjour à tous, donc tu es bien notre Patrick. C'est moi, enfin c'est moi le note Patrick en fait, effectivement. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on anime Tech Café, qui est un autre podcast sur la tech. Et donc on a le grand plaisir là de vous parler de plein de sujets très cool pour cette émission spéciale du Rendez-vous Tech cet été. On a notamment, évidemment, vous parlez de Neuralink, c'est l'entreprise, la nouvelle lubie d'Elon Musk qui avait été annoncée en 2017 et comme il y a eu une présentation, on va vous décortiquer tout ça, on va pouvoir en parler ensemble. Et puis on a d'autres news et rumeurs, on va vous parler notamment de FaceApp puisque ça a pas mal buzzé, on va essayer de démêler le vrai du faux pour que vous fassiez un avis sur le fond de cette affaire, de cette application. Et puis on a plein de news autour des appareils qui nous passionnent et qui nous plaisent toujours autant. Guillaume, est-ce que tu es en phase sur le sommaire de l'émission ? Mais complètement. Bon, et ben c'est parti. Alors on va commencer effectivement avec Neuralink, qui est donc, comme je le disais, l'entreprise qui a été fondée en 2017 par Elon Musk. Pour ceux qui connaîtraient pas, ceux qui débarqueraient en fait et qui découvriraient un peu l'univers de la tech et qui connaîtraient pas Elon Musk, c'est à l'origine l'un des principaux dirigeants d'X.com là qui est devenu PayPal. Mais évidemment, il est derrière Tesla, il est derrière qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, Guillaume, d'ailleurs, j'en passe. SpaceX quand même. SpaceX bien sûr. Et alors il avait, je pense, assez surpris tout le monde en 2017 en annonçant donc Neuralink, dont l'objectif affiché était de connecter la machine et le cerveau humain, ni plus ni moins que ça. Et donc il y a eu une présentation la semaine dernière avec un objectif affiché dès le départ qui était de dire on veut vous donner envie de nous rejoindre et on veut recruter les meilleurs. Les objectifs de Neuralink affichés, c'est donc de connecter le cerveau et la machine pour, par exemple, régler des maladies qui sont associées au cerveau ou au système nerveux. Pourquoi pas à terme améliorer les performances de l'être humain, on va en reparler, j'en doute pas. Et alors concrètement, parce que tout ça est quand même assez incantatoire et pas très très précis et voire même science-fictionnesque, j'oserais dire, de manière très concrète, ce qui a été présenté, c'est un robot neurochirurgical qui est capable d'implanter jusqu'à 6 fils à la minute dans le cerveau. Et ces fils, ce sont donc des connectiques extrêmement fines entre le cerveau et un appareil relais. Quand je dis très fin, c'est l'occasion de glisser l'expression couper les cheveux en 4, puisqu'ils font entre 4 et 6 micromètres. Donc justement à peu près l'épaisseur d'un cheveu coupé en 4, dans le sens de l'épaisseur. Et donc il a aussi présenté les expérimentations, un peu la feuille de route, avec un premier test sur un patient humain en 2020 et pour le moment des expérimentations qui portent sur des rats. Donc il a présenté ce qui pouvait être fait aujourd'hui en termes de captation de données auprès de cerveaux des rats. Et il a mentionné aussi au passage le fait qu'ils ont pu expérimenter la technologie avec un singe. Ça a un petit peu étonné parce que c'était pas dans le livre blanc et c'était pas nécessairement prévu comme étant une annonce. Ça sent un peu l'annonce improvisée par Elon Musk. Donc il a relayé le fait qu'un singe a pu contrôler un ordinateur avec son cerveau. Voilà. La connectique, elle est basée sur de l'USB-C, donc c'est bien, ils ont choisi une connectique réversible. Évidemment, c'est du temporaire, puisque s'ils veulent, à terme, c'est du sans fil. Il a annoncé aussi, toujours dans l'ordre de la feuille de route, le fait que c'était quelque chose qui allait prendre pas mal de temps, qu'on aurait le temps de voir venir ce dispositif. Donc il n'est pas en train d'affirmer le fait que demain, en 2020, on va pouvoir tous se connecter à une machine avec notre cerveau. Notons aussi que Neuralink a reconnu n'avoir pas encore démarré les démarches auprès de la FDA, donc c'est la Food and Drugs Administration, donc l'autorité de santé, on va dire, aux États-Unis, qui est compétente pour la régulation des dispositifs médicaux. Et ils le savent bien, ils l'ont dit, le processus pour obtenir un agrément pour type de dispositif est long et compliqué, l'a reconnu la société, donc ils sont assez au courant que ça va mettre au moins autant de temps que pour sortir des Tesla.
Guillaume, est-ce que j'ai oublié des choses avec ce résumé mitraillette qui essayait de donner en quelques minutes l'objet de la présentation? Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette présentation? Bah écoute, pour en résumer, c'est vrai que c'est très bien. Après, c'est vrai que moi j'ai vu la présentation de Neuralink, hein, c'est un petit peu long, ça fait 1h45, comme un bon film. Et moi, ça me l'a bien vendu. D'ailleurs, faut voir que c'est pas du tout 1h45 d'Elon Musk, hein, il parle 10 ou 15 minutes peut-être, et ensuite ils vont se succéder une demi-douzaine d'experts qui détaillent leur travail sur ce qu'ils ont fait pour mener au N1, donc c'est le nom de code, je sais pas encore si c'est le nom de code non définitif, de leur appareil. Et en fait, c'est ça le plus intéressant, parce que Elon, évidemment, il est fidèle à lui-même. Hein. C'est-à-dire, il commence cash avec une histoire d'interface neurale haut débit qui va nous permettre de ne pas être laissé sur le bas-côté par les intelligences artificielles, voire à terme fusionner carrément avec l'intelligence artificielle. Alors bon, écoute, il a peut-être raison, on va savoir. Peut-être que dans 50 ans, on sera tous augmentés, peut-être dans 100 ans, on aura fusionné avec une espèce d'esprit ruche unifié, voilà, je sais pas. Ou peut-être pas du tout. Et en fait, on s'en fout, parce que Neuralink aujourd'hui, et dans un futur court à moyen terme, hein, c'est surtout un espoir pour des millions de gens. C'est la promesse d'un bond considérable dans une interface neurale à but thérapeutique, c'est largement ça le plus important. Moi, j'ai l'impression que parfois la presse se concentre sur les 15 minutes où Musk, un peu hilar, d'ailleurs il a beaucoup rigolé, détaille les enjeux civilisationnels, tu vois, de l'interfaçage avec le cerveau, comme il dit. Mais l'heure qui suit, en fait, est beaucoup plus intéressante, parce que il se succède quand même des neurochirurgiens, des physiologistes, des ingénieurs, des codeurs, des roboticiens, voilà, on voit à quel point il y a une énorme transversalité là-dedans, et à quel point c'est fondamental pour mettre au point un dispositif qui tient ses promesses, quoi. S'il tient ses promesses, d'ailleurs, ce sera un énorme progrès par rapport aux interfaces déjà existantes, parce qu'il en existe déjà. Alors, par exemple, Nathan Copeland, il est tétraplégique, hein, il a été câblé en 2014 avec ce qu'ils appellent le Utah Array. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à être câblés comme ça. C'est des stimulations qui sont donc faites directement dans le cerveau et des électrodes qui lisent aussi les trucs dans le cerveau. Alors il n'y en a pas beaucoup, elles sont très grosses, mais il y a aussi des cas de stimulation profonde pour traiter l'épilepsie ou Parkinson, hein, c'est devenu des options de traitement. Et donc, en fait, ça fait au moins 30 ans que des recherches sont faites sur le sujet. Les premiers implants, les premiers implants cochléaires, je ne sais pas difficile à dire, hein, ça date des années 80 quand même, hein, après des années de recherche. Voilà, quoi. Donc les neurologues, ils connaissent plein de trucs sur les mécanismes des neurones, les aires cérébrales. Et bon, même s'il y a énormément de choses qui restent bien sûr très mystérieuses, il y a quand même beaucoup de savoir, hein, sur lesquels Neuralink se base et qu'il espère exploiter. Après, on peut dire un petit peu ce que c'est plus précisément le N1, le Neuralink N1. Ouais. En gros, c'est le même principe que le Utah Array, mais en beaucoup plus moderne. Donc c'est un petit peu la même chose que ce qui existe en beaucoup plus moderne. Bon, alors, on a déjà dit, hein, vous connaissez sans doute un petit peu la chanson, quoi. Les neurones communiquent donc ils communiquent entre eux par des axones, et sur ces axones, ils véhiculent il y a des potentiels d'action qui se baladent. Donc en fait, c'est des impulsions de courant électrique, hein, qui les parcourt, et ça génère un champ électrique, et ce champ électrique il est détectable par des électrodes pourvu qu'elles ne soient pas trop loin. Alors du reste ça marche dans les deux sens, hein. Si les électrodes génèrent un champ électrique, elles peuvent susciter un potentiel d'action dont les neurones, ou des neurones environnants. C'est ce que fait par exemple le traitement contre l'épilepsie. Alors le but, ça va être d'implanter plein de toutes petites électrodes dans le cortex du patient, et d'écouter les neurones crépiter comme ça, et d'analyser le signal pour en déduire des intentions, par exemple des intentions motrices. Alors c'est pas obligé de mettre des trucs dans le cerveau pour détecter l'activité cérébrale, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent déjà aux électroencéphalogrammes, hein, qui se font déjà avec des sortes de... des capuches de bain, là, tu vois ce que je veux dire. C'est moins sexy quand même, c'est moins futuriste. C'est moins sexy, c'est aussi beaucoup moins invasif. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on l'a pas dit au passage, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour dire que pour l'instant, il faut percer des trous de 8 mm dans le crâne. Oui, on va y venir. On va y venir doucement à ces petits détails. Oui, mais alors c'est vrai qu'on peut faire des trucs non invasifs, hein. Dernièrement, il y a l'université de Carnegie Mellon qui a montré un patient qui manipulait un bras comme ça. Qui suivait un point sur un écran, donc il le suivait de manière approximative, on va dire, mais c'était déjà pas mal, c'est un externe. Hein. Et évidemment, un externe, justement, on perçoit qu'il y a des comportements approximatifs de grandes populations de neurones, hein, donc c'est assez limite, en tout cas avec les équipements actuels. Et donc pour glaner plus d'infos, ou alors stimuler in situ, hein, carrément, il faut se brancher directement dans le mou. Alors dans le mou, qu'est-ce qu'on y met ? On y met des électrodes qui sont effectivement 10 fois plus fines qu'un cheveu, hein, et qui sont surtout souples. C'est quand même c'est vraiment une révolution de ça déjà. En plus, chaque dispositif N1 peut supporter jusqu'à 1024 électrodes.
Et plusieurs dispositifs NE peuvent être implantés, donc tu peux avoir 4000 électrodes dans le cerveau, éventuellement. Alors le NE lui-même, c'est une toute petite boîte qui contient une puce et la connectique des électrodes ultra fines, donc qui s'en échappent comme ça et qui vont se loger près des neurones eux-mêmes. Alors évidemment, tu définis des zones préalablement en fonction du trouble à traiter, et puis après tu implantes tes électrodes, et voilà la boîte. Alors la boîte, c'est une boîte qui fait quelques millimètres de côté, qui est plutôt très très fine, elle est hermétique évidemment, elle est biocompatible, et bon, comme les électrodes elles ne contiennent aucune batterie, il n'y a rien qui contient de batterie là-dedans, mais elles contiennent quand même une puce, et c'est une puce qui est super, c'est assez impressionnant, c'est une puce qui est capable d'analyser les signaux des champs in situ. Alors les champs, c'est des champs électriques, donc c'est des choses qui sont complètement analogiques, et elle est capable de les digitaliser, c'est-à-dire de les convertir en impulsion quand un neurone s'allume. Voilà, c'est une sorte de DAC, quoi, Digital Analog Converter, neural, tu vois, mais bon, voilà, pour les neurones. Alors, il faut savoir que dans une première version, le traitement était fait en dehors, et nécessitait quand même un PC avec 8 cœurs. Alors les électrodes, elles sont même si fines qu'elles ne peuvent pas être manipulées par un chirurgien. Effectivement, tu as mentionné le robot, c'est parce que tout simplement, il ne peut pas faire autrement. C'est trop délicat. C'est beaucoup trop petit. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup trop délicat. Et donc elles sont manipulées par un robot qui se charge de les planter dans le cortex. Donc c'est un robot. Bon, le robot, c'est une sorte de croisement entre un énorme microscope et une machine à coudre, et qui est équipé donc... Et ces microscopes, c'est quand même super important parce que ces microscopes, ils sont extrêmement importants parce qu'ils vont cartographier la zone où il faut implanter les électrodes, et le robot est capable de localiser les vaisseaux sanguins, et il est capable d'implanter les électrodes hors des vaisseaux sanguins. Il est si précis qu'il est capable de les éviter pour minimiser les traumas. Et tout est automatisé, comme tu l'as dit, ça. Alors, tu vois, c'est 6 par minute, effectivement, un truc comme ça. Donc il faut un petit moment, mais voilà, ça se fait tout seul. Et donc, évidemment, par rapport au Utah Array, qui est un gros dispositif qu'on a à la base du crâne, le dispositif lui-même, il est très réduit, il est invisible. Les électrodes sont 100 fois plus petites que celles du Utah Array et potentiellement 1000 fois plus nombreuses. Ce qui laisse évidemment espérer des potentialités bien plus étendues. Alors, on sait que c'est pas proportionnel, on ne sait pas parce qu'il y a 1000 fois plus d'électrodes que ça va être 1000 fois mieux. Bien sûr. On espère que ça va quand même significativement améliorer les choses. Oui, donc effectivement, il faut présenter les trous dans le cerveau, c'est des trous pas des trous dans le cerveau, mais des trous dans le crâne. Dans le crâne, pour les mettre. Donc il fera des petits trous, et en fait, c'est le NE lui-même qui va combler le trou, tout ça sera sous la peau, et donc sera invisible. Au début, d'ailleurs, il va y avoir... alors ça va servir à quoi ? Il y a 3 fonctions principales qui sont envisagées, c'est clavier, souris, et utilisation de téléphone mobile. Alors, et là, évidemment, il y a la plasticité cérébrale et le deep learning qui vont entrer en jeu, évidemment, parce que pendant la présentation, il y a le physiologiste là, qui a montré des séries d'impulsions typiques qu'on peut récupérer des NO. Et bon, évidemment, c'est pas très... pour une série d'impulsions, voilà, c'est pas très intelligible, en fait, ça fait des pics, tic. Ouais, ça fait des petits pics, des petites impulsions, tu sais pas trop. Alors après, évidemment, que tu regardes un neurone, 2 neurones, quand tu rentres des zones comme ça, après, ça fait des patterns, et il montre que ça fait des patterns, qu'on peut en tirer des patterns. Et des motifs logiques, quoi. Exactement, les motifs, on peut en déduire des intentions. Et donc, évidemment, les NO vont générer des quantités de données qui sont assez grosses, qui vont être analysées par des réseaux de neurones artificiels, cette fois, qui sont plutôt bons à repérer ce genre de trucs. Ça sera fait en externe. Donc, chaque patient va entraîner un logiciel sur ses propres patterns neuronaux et s'habituer lui-même à associer pensée et intention pour déplacer une souris ou activer des touches ou des trucs comme ça. Alors, ça se fait déjà, d'ailleurs, avec des signaux... on espère juste qu'avec des signaux beaucoup plus riches, on espère aboutir à des applications plus rapides, plus variées, etc. Bon, la clé, évidemment, c'est quand même très très prometteur, puisqu'il y a des paralysés qui pourront utiliser des ordinateurs, des téléphones portables de manière efficace, tu vois. Et plus loin même, on peut imaginer des systèmes de génération de la parole, parce qu'on sait qu'on peut associer certains schémas neuronaux de certaines zones avec des mots. Donc avec le NO, on pourrait imaginer un système qui fait de la synthèse vocale, mais beaucoup plus rapide que celle qu'on a en général. Par exemple, on peut penser à celle qu'utilisait Stephen Hawking, qui était extrêmement lente, malheureusement, c'était très difficile. Et alors que là, évidemment, si on arrive directement à détecter à quel mot tu penses, ou quel groupe de mots éventuellement tu penses, ça peut évidemment aller très très vite. Alors il y a un sens contraire aussi, on pourrait aussi stimuler certaines zones. C'est-à-dire qu'on sait faire apparaître des phosphènes chez un patient en lui chatouillant l'arrière du cortex. Oui. Donc, on peut aussi faire entendre des bruits, et à plus long terme, on pourrait imaginer donner une certaine forme d'ouïe à des sourds, une certaine forme de vision à des aveugles. Il y a déjà des choses qui ont été tentées comme ça, il y a déjà des petits capteurs, des petits trucs qui ont été implantés dans les yeux de certains patients pour leur montrer
des ombres, hein, des choses très 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 imprécises pour le moment, mais quand Discerner même. des choses qui sont mieux que de rien voir du tout, quoi. Exactement, exactement. Il faut voir que là, on s'adresse à des gens effectivement qui sont en situation de handicap lourd quand même, hein, et enfin en tout cas pour les tétraplégiques tout ça, évidemment, c'est pas évident. Donc il y a beaucoup de potentiel. Comme tu l'as dit, hein, pour les premiers tests sur les humains, on s'enfile, comme ce que j'ai décrit en fait, hein, c'est fin 2020. Si tout va bien, hein, pour le Ouais, moment. c'est un calendrier à la Elon Musk, hein, rappelons-le, Oui, donc c'est oui, oui. sujet à variation peut-être. Oh oui, oui, complètement. Pour le moment, on a plutôt des rats branchés en USB-C, ce qui n'est pas très très ragoûtant, hein, mais bon, je suppose que c'est difficile de faire autrement pour développer le produit. Hein, Ouais. Alors bien sûr, tout ça, c'est des promesses. Hein. Évidemment, le travail de Neuralink semble crédible, franchement. Mais bien sûr, beaucoup de choses pourraient partir en cacahuète. Hein, et le dispositif pourrait pas être aussi inoffensif que ça. Il pourrait pas être aussi pérenne que ça. Les informations pourraient être plus difficiles à interpréter que ce qu'on imagine. Bon, voilà, c'est assez clair que... Enfin, de toute façon, tout ça, ça restera de la recherche. Hein. D'ailleurs, le premier truc, ça va nécessiter des interventions de neurochirurgie qui seront moins lourdes que celles qu'il y a déjà, mais qui sont quand même c'est quand même des trous de Ça quelques reste millimètres de de la diamètre sur ta tête, neurochirurgie, quoi, ouais. Voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Ça va être de la neurochirurgie. Alors, ils disent, évidemment, bon, ça c'est encore dans le futur, hein, Neuralink espère trouver le moyen de rendre ça aussi léger que le LASIK. Ils ont mentionné le LASIK pour la myopie. Je pense que vous connaissez le LASIK. Le LASIK, c'est un laser qui écorche la cornée pour la forcer à se cicatriser, à bouger, à se déformer d'une certaine manière pour corriger la myopie. En Ouais, gros, c'est ce comme qu'on si c'est ce qu'on fait intégrait quand on parle d'opération pour corriger la myopie, c'est justement ça. Oui, exactement, c'est exactement ça le LASIK, c'est pour corriger la myopie, peut-être d'autres trucs d'ailleurs, je sais pas, je l'ai pas faite, mais effectivement, c'est une opération qui est assez bénigne et qu'on fait dans une petite clinique de quartier, quoi, tu vois, donc Mm. voilà, il espère qu'à plus long terme, bon ben voilà, peut-être que effectivement, on pourra avoir ce genre de truc, pas forcément pour passer dans un hôpital, un service spécialisé, etc. Bon, moi je dois avouer qu'on en est loin, hein, mais si dans 10 ans les paraplégiques peuvent remarcher avec un implant posé en 2 heures dans une clinique de quartier, ça serait forcément énorme. Évidemment, Donc, évidemment. On peut que s'en réjouir, ça c'est clair. voilà, alors c'est sûr, rien de ça n'est facile, hein, attention. Neuralink semble sur la bonne voie, hein, mais on en reparlera voilà, à chaque fois, peut-être de l'année prochaine, effectivement, s'ils y arrivent. Mais après, ça sera à 5, 10, 20, peut-être même 30 ans, tu vois. Mm. Voilà, Et bon, après, je le redis, hein, les spéculations transhumanistes, pour l'instant, ça n'a pas d'objet. Voilà. Ouais. Mm. Encore une fois, hein, dans 30 ans peut-être, mais c'est peut-être ce qui motive Elon Musk, et c'est tant mieux. Il a poussé la création de la boîte, tu vois, qui est en plein essor, puisqu'il recrute. Hein, ils ont été parfaitement transparents avec ça. Donc, le but, c'est de recruter encore d'autres experts, hein, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que la présentation était assez technique. Et bon, pragmatiquement, ce sur quoi travaille Neuralink, c'est quand même un dispositif médical. Donc, je ne sais pas si on sera tous cyborg télépathes dans 40 ans ou pas. Probablement pas, hein, honnêtement, mais bon, c'est pas le propos, quoi. Voilà. Le N1, c'est pas ce qui va faire de nous des cyborgs, hein, c'est peut-être que ses successeurs pourraient être un espoir pour plein de gens qui ont des problèmes, quoi. Évidemment. Et Bah, ça, c'est génial. Il y a quand même plein de questions, effectivement. Il y a notamment le problème de la durabilité, parce que ces petits fils qui arrivent directement dans le cerveau, il y a des comportements cicatriciels de la part de notre corps qui tendent à atténuer la manière dont peuvent être captés les signaux derrière. Oui. Alors justement, pour ça, c'est un gros progrès par rapport à ce qui se faisait déjà, parce que le Utah Array, c'est des électrodes qui sont assez grosses déjà, donc ça veut dire que quand elles passent, elles font du dégât, et donc ça donne effectivement des tissus cicatriciels, ça génère de l'inflammation, et en plus elles sont rigides, alors que le cerveau bouge. Le cerveau bouge dans la boîte crânienne, quand vous faites des mouvements, quand vous éternuez, le cerveau il bouge, et donc le fait c'est pour ça qu'ils font des électrodes souples, parce que les électrodes vont peut-être, le fait qu'elles soient souples, ça va compenser très légèrement, en tout cas, au moins dans une certaine mesure, les mouvements du cerveau, ce qui est donc un gros progrès. Ouais, ça sera des choses à suivre, mais effectivement, comme tu le dis, on n'aura pas de retour avant de très longues années. Et j'ai l'impression, moi, que c'est la première fois que Elon Musk ne vient pas avec une présentation qui se veut être le truc qu'il affirme faire, alors oui, mieux que les autres, mais très vite, avec des surpromesses complètement, parfois invraisemblables, même s'il en tient beaucoup de ses promesses. C'est-à-dire que c'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'on a plein d'annonces assez futuristes de sa part qui voient le jour. Quand on voit les fusées qui se reposent toutes seules, c'est complètement édifiant.
Mais c'est vrai que là, on est dans un autre paradigme de la tech et on est en train quand même de regarder quelque chose qui peut profondément changer l'humain, mais à long terme. Et on sent bien qu'il l'amène de manière bien plus posée, bien plus soigneuse peut-être même que ce qu'il propose avec Tesla. Alors, il y a des spéculations de fou. On le voit assez vite dans les articles derrière, qu'à terme, on pourrait télécharger des voix. Admettons, je pars demain en vacances en Allemagne, j'ai pas appris l'allemand au collège et au lycée, bah, je peux le télécharger. Bon, c'est pas demain la veille, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que c'est pas les étapes qu'il faut envisager tout de suite. Et je vois même pas à terme. Enfin, faudrait des progrès complètement incroyables, j'imagine, pour arriver à ça. J'avais une question. Je sais pas si tu as la réponse, Guillaume, de parce que tu as pu consulter de ton côté. Moi, je suis assez étonné. Du fait qu'il ne faille que 4 paquets d'électrodes et 4 paquets de fils pour arriver à cartographier le cerveau. Est-ce que ça veut dire qu'on a qu'à ces endroits-là besoin de capter l'info, ou est-ce qu'il faut multiplier les connectiques? Pourquoi il n'y en a que 4 aujourd'hui présentés? Est-ce que c'est pour les tests? Non, en fait, il pourrait y en avoir qu'un seul, ou deux, ou trois, non, en fait, ça n'a rien à voir. Les trucs, c'est que chaque N1, donc la petite pastille, elle est reliée à des fils, et sur chacun de ces fils, il y a plein d'électrodes. Et il peut y avoir jusqu'à 1024 électrodes gérées par chaque pastille. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Si on veut par exemple, donc en fait, admettons qu'on ait quelqu'un qui puisse pas bouger son bras, on va connecter un N1 à une zone motrice, et ensuite le N1 va donc détecter dans la zone motrice les intentions du gars. D'accord, donc c'est au cas par cas et ça correspond à ce qu'on veut faire finalement avec le cerveau. Absolument, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, donc là ce qu'ils vont faire, enfin, ce qu'ils veulent faire en gros au début, c'est implanter un N1 qui va s'occuper de nerf motrice, c'est-à-dire qui va lire les intentions de bouger quelque chose, et implanter un N1 qui va se mettre dans une aire sensorimotrice, c'est-à-dire qui va être capable d'envoyer des impulsions dans une aire sensorimotrice qui va permettre de tout simplement susciter des sensations. Parce qu'on connaît des cartographies donc, de certaines zones, c'est-à-dire que le cerveau, il a des zones qui sont dédiées à des choses particulières, et ces zones elles-mêmes, elles sont cartographiées. C'est-à-dire que dans la zone sensorimotrice, il y a une zone qui correspond au petit doigt, une zone qui correspond à la paume de la main, une zone qui correspond au pouce, etc. Et si on les stimule, eh ben, tu vas ressentir quelque chose, un pincement sur le doigt, ou une chatouille sur la main, etc. Et c'est pareil pour la vision. La vision, par exemple, quand donc il y a une zone qui permet d'envoyer des phosphènes à divers endroits du champ visuel, quand on les stimule, et une autre zone qui s'occupe de la couleur, il y a une autre zone qui s'occupe des objets en mouvement, etc. Et en réalité, donc si on voulait, par exemple, donner une espèce de vision... une certaine forme de vision à un aveugle, on mettrait un N1 qui serait connecté donc à la zone occipitale, je crois, et donc il s'occuperait de cette zone-là. Et il y a même des cas encore plus, un petit peu encore, peut-être éventuellement encore plus évolués, qui permettraient de traiter les problèmes de feedback et les problèmes de boucle interne. C'est-à-dire que par exemple, Parkinson, le problème c'est qu'il y a des problèmes de communication et de rétroaction entre des zones du cerveau à l'intérieur. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a un N1 qui s'occupe d'une zone, et qui s'occupe de lire ce que demande la zone, et un N2 qui donc s'occupe de stimuler une autre zone pour compenser ce problème. Et alors, la manière dont les deux communiquent, parce qu'elles sont pas... c'est qu'il y a un hub. Ça, je sais pas si on l'a mentionné, c'est qu'en fait, chaque les données N1, transitent par là, quoi. Oui, c'est-à-dire que chaque N1, chaque pastille, elle est connectée donc à son réseau d'électrodes, elle est aussi connectée par un câble à un hub, comme une sorte de cerveau central, qui sera implanté derrière l'oreille. Et ce hub, donc derrière l'oreille, derrière la peau, hein, parce qu'en fait, il y a deux parties. Il y a une photo où on voit un truc qu'une femme a derrière l'oreille, une espèce de... comme ça ressemble beaucoup à un implant auditif, en fait, hein, un truc auditif. Mais en réalité, c'est le module externe qui, donc, communique avec un module interne sous la peau, qui est le hub de toutes les pastilles N1 qui sont implantées dans le cerveau. Donc on peut avoir un réseau de ces pastilles N1 qui sont toutes implantées dans le hub. C'est le hub qui donc concentre les données et bon voilà décide de ce qu'il peut envoyer comme stimulation ou relaie les informations à la partie externe. Et la partie externe, c'est une partie de traitement qui reçoit ces données et qui est reliée en Bluetooth avec une application sur un téléphone, un ordinateur, n'importe quoi.
Alors c'est rigolo parce qu'on parle de faire transiter des données, etc. Et certains se sont posé la question assez rapidement et ont obtenu la réponse en partie du fait que ces échanges d'informations à l'échelle locale et à l'échelle de la personne, du coup, sont pas chiffrés. Ils font pas l'objet d'un chiffrement à l'heure où on nous parle de chiffrement de bout en bout avec les messageries comme WhatsApp ou d'autres évidemment. Là, on a quand même des communications qui passent finalement en clair. C'est quoi les risques pour la partie piratage sur ce genre de sujet? On est encore très très avant-gardiste, mais est-ce qu'il va falloir se poser la question du chiffrement de ces données, Guillaume? Alors là, on n'est pas avant-gardiste dans le sens où il existe déjà des dispositifs implantables dans le cerveau qui ont été piratés. Ouais. Alors, par exemple, il y a des neurostimulateurs qui traitent Parkinson, qui essaient de traiter Parkinson, qui sont vulnérables au piratage. Comme d'autres dispositifs implantables médicaux, hein, ou pas implantables, ou carrément des dispositifs médicaux pas implantables, comme tu vas nous en parler après, je crois. Donc il y a des scientifiques belges qui se sont attaqués à un dispositif qui n'est pas nommé dans l'article là, de stimulation. Ils ont fait un reverse engineering complet et ils ont pu lui faire ce qu'ils voulaient. Et bon, évidemment, comme ce truc agit sur le cerveau des patients, c'est la joyeuse possibilité de créer des troubles moteurs, des troubles de la parole, voire la mort, hein, et qui s'ouvrent aux hackers cérébraux. Bon, voilà, vous me direz, effectivement, il faut sécuriser tout ça. Alors, dans le cas dans ce cas particulier-là de neurostimulateur, où on envoie juste des données qui sont des ordres de faire n'importe quoi pour nuire à une personne, on peut sécuriser ça effectivement en chiffrant quelque part ce canal de contrôle. Alors le problème, c'est qu'actuellement, beaucoup de ces appareils sont basés sur des microcontrôleurs qui sont assez simples, parce qu'il faut qu'ils soient tout petits pour consommer le moins possible. Et donc, pour générer des nombres aléatoires robustes pour des clés, par exemple, ça leur prendrait beaucoup de temps, et c'est pas très pratique. Alors, les chercheurs ont une idée originale d'ailleurs, qui est utiliser le bruit cérebral ambiant. Pas mal. Ben voilà, puisqu'évidemment, comme ton état mental varie forcément et qu'il n'est jamais le même deux fois de suite, je suppose que c'est vrai pour la plupart des gens, ça donne de l'aléatoire fiable et gratuit. Donc ça, c'est vrai qu'il fallait y penser. Après, pour ce qui est des communications sont des communications, alors évidemment, tu me dis, ok, il y a un qui écoute une partie de ton cerveau et qui relaie les informations qu'il a pris à un hub qui est situé derrière ton oreille. Alors effectivement, on pourrait imaginer que quelqu'un récupère ces données avant ou pendant qu'elles transitent vers ce hub. Mhm. Alors le truc, c'est que ce sont des données qui sont issues de ton cerveau. Donc ça veut dire qu'elles sont potentiellement pas lisibles parce que tout simplement c'est toi. Et chaque cerveau peut très bien encoder ces données d'une manière différente. Donc il n'est pas du tout certain que ce soit exploitable. Il ne faut peut-être pas non plus s'affoler tout de suite. Je veux dire, les informations de ton cortex moteur, c'est peut-être pas exactement les mêmes que celles que moi j'envoie et que celles que quelqu'un d'autre enverrait. Donc il faudrait, une fois que tu as pris ces données, il faudrait être capable de les interpréter, ce qui est un tout autre problème. Donc faire du hacking mental et pirater des pensées, écoute, peut-être un jour, je sais pas, pour l'instant ça reste dans Ghost in the Shell, quoi. Ouais, alors c'est vrai que le sujet de la sécurité dans le domaine médical, bah évidemment c'est un sujet assez clé. Effectivement, juste pour le mentionner très très rapidement, c'est une équipe qui fait justement de la cybersécurité médicale qui a identifié le fait de pouvoir créer un malware qui est capable de truquer un petit peu des scanners de tumeurs cancéreuses sur la base d'appareils respiratoires, d'anesthésie qui sont conçus par la Société Générale Électrique et ça exploite aussi la sécurité de l'hôpital. Donc finalement c'est toute une infrastructure qui commence par les appareils qu'il faut continuer à travailler sur le plan de la sécurité. Bien évidemment on comprend les enjeux, il n'y a pas que ça et l'expérience, le regard qu'on a montre que il faut aussi s'intéresser à la sécurité de l'infrastructure, donc de celle de l'hôpital, et là c'est là où il y a d'ailleurs le plus de failles, et d'ailleurs l'hôpital étant truffé d'humains, les humains peuvent être aussi d'énormes failles et c'est évidemment tout un sujet qui va falloir travailler. Il y a plein d'industries où la sécurité est traitée sous l'angle des objets, du code, des infrastructures qui hébergent tout ça. C'est peut-être un petit peu moins le cas des domaines médicaux. Pourtant, les enjeux sont énormes. Évidemment, quand on voit des sujets comme ceux présentés par Elon Musk, on espère que ça va continuer à avancer dans le bon sens au niveau de la sécurité aussi. Alors tu sais, c'est possible qu'un jour ce soit un véritable enjeu, hein. C'est-à-dire c'est tout à fait possible qu'un jour on soit capable de hacker des pensées et de lire des trucs comme ça, hein. Enfin je veux dire, la préoccupation transhumaniste, elle est là pour Elon Musk, elle existe vraiment. Alors lui il en est convaincu. Très très loin. Ouais.
Lui, il en est complètement convaincu. Il pense que c'est important que on puisse s'interfacer avec les machines parce que sinon les machines vont nous dépasser et que voilà, ça va pas du tout. Bon, c'est pas forcément vrai, on n'en sait rien, mais c'est pas forcément faux non plus. En fait, on ne sait pas. Et du coup, c'est pas exclu que Neuralink soit le premier pas vers vraiment, je sais pas, une sorte de cyborg, quoi. Hein, c'est possible. C'est juste très loin de nous, je pense. Ce qui est hyper intéressant pour conclure peut-être ce sujet-là, c'est qu'on a toujours entendu Elon Musk ces derniers temps se plaindre des dangers de l'intelligence artificielle, que rien n'était fait pour la contrôler n'est pas vraiment le terme, mais anticiper cette arrivée qui peut bouleverser la donne sur le plan de l'être humain. Et lui, il rattache ça derrière avec une proposition, je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce qu'il y a vraiment cette vision qui est très long-termiste quand même, de s'associer à l'intelligence artificielle à travers des branchements de ce type. Mais c'est une proposition concrète et j'aime bien cette vision qui est pour une fois pas que le fait de se plaindre, mais de proposer des solutions qui soient aussi viables que possible par rapport à ce problème. On a fait le tour, je crois, de Neuralink, Guillaume. Je pense que si jamais vous n'aviez pas suivi cette conférence et si jamais vous n'aviez pas suivi les news ou si jamais vous vouliez un regard peut-être un peu éclairé sur le sujet, je pense que notre échange vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Comme le veut la tradition, dans le rendez-vous tech, il y a évidemment les infos à retenir, ça vous les avez, mais il y a aussi les news et rumeurs. Et on va donc enchaîner avec une série de news et rumeurs. On va commencer par un gros morceau, un gros morceau en tout cas dans l'actualité, parce que quand on fait de la veille, il y a un sujet qui revenait en boucle, c'est celui de FaceApp. Et ceux qui entendent ce mot ne l'entendent peut-être pas pour la première fois parce que ça fait un moment qu'on connaît FaceApp, qui est une application qui permet donc de vous prendre en photo des personnes et de les transformer, donc de les rendre plus vieilles, de les rendre plus jeunes, de les relooker. Donc c'est à la fois d'ailleurs rigolo et effrayant, surtout dans la dernière version donc FaceApp a été mis à jour et donc là encore exploite le fait que vous pouvez envoyer des photos via l'application à des serveurs pour en se basant sur l'intelligence artificielle, de manière à vous transformer en plus vieux, en plus jeune, en relooké, encore une fois, en autre sexe. Donc très convaincante en tout cas les photos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, et il y a eu en revanche un vent de panique qui a été soulevé sur le fait que qu'est-ce que vous faites à envoyer vos photos sur des serveurs et vous ne contrôlez pas ce qui se passe derrière sur ces photos. Et effectivement, quand on regarde les conditions générales d'utilisation, on cède un droit d'utilisation à la société derrière qui est assez peu limitant. Donc en gros, ils en font vraisemblablement ce qu'ils veulent. On peut imaginer aussi que l'envoi de ces photos alimente aussi des réseaux de neurones ou en tout cas des algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis surtout, il y a eu un vent de panique qui s'est levé en se rendant compte que FaceApp était surtout derrière une entreprise russe avec des serveurs situés en partie en Russie. Ça fait paniquer tout le monde. Alors Guillaume, toi qui es assez averti sur ce genre de sujet, toi qui n'utilises pas de compte Facebook, est-ce que tu fais partie des gens qui se sont fait avoir à utiliser FaceApp, ou est-ce que tu as essayé de creuser un petit peu et avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passait derrière cette app ? Alors tu sais bien que je l'ai utilisé FaceApp, puisque je l'avais même recommandé. Je l'avais même recommandé dans un bonus sur Tech Café. Et je l'assume, il n'y a pas de souci. Oh, t'as recommandé une application russe. Absolument, j'ai recommandé une application russe. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que je savais pas que c'était russe à l'époque. Et pour le coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bruit pour rien à propos de FaceApp, parce que déjà, c'est pas la seule application d'ailleurs, pratiquement toutes les applications qui font des trucs à vos photos utilisent des serveurs tiers. Donc vous envoyez toujours vos photos dans le cloud. Alors que ce soit un cloud russe ou pas, c'est toujours dans le cloud. Alors en plus, il faut savoir que d'après Wired, les serveurs qu'utilise FaceApp pour faire les calculs, donc pour appliquer les réseaux de neurones sur vos photos, c'est des serveurs Amazon. Donc ça veut dire que c'est globalement des serveurs américains, donc il n'y a pas des masses de soucis. Donc que l'appli soit pas très très claire dans ses conditions d'utilisation, moi je veux bien, néanmoins
Des applis qui te font des trucs sur le visage, il y en a plein. Il y en a qui demandent tes informations GPS et ta carte SIM, par exemple, comme Meitu, qui est aussi très populaire. Et bon, globalement, on a vu dernièrement avec Facebook que la totalité des photos que vous envoyez, elles étaient dans les serveurs, elles étaient analysées, elles étaient taguées, elles étaient probablement utilisées à plein de fins que vous ne connaissez pas. Et bon, voilà, donc tout le monde utilise Facebook quand même. Donc je veux dire, c'est un problème qui est plus global. C'est vrai qu'envoyer ces photos comme ça, sans trop savoir où, c'est vrai que ça peut poser problème, mais c'est bien d'en être conscient, je pense. Est-ce que FaceApp, par rapport à une autre appli, par rapport à des milliers d'autres applis, est vraiment, est-ce que c'est vraiment alarmant? Non, je pense que c'est surtout, c'est surtout la démonstration, à mon avis, du fait que l'atmosphère aux États-Unis devient complètement irrespirable et que dès qu'il y a un truc chinois ou russe, ça devient forcément un truc. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être revenu dans le macartisme, quoi. Tu vois, n'utilisez pas cette appli parce que c'est les Russes qui l'ont faite, quoi. Genre, ça ressemble plus à ça qu'à autre chose, honnêtement. Les conditions générales d'utilisation par rapport à ce qui est fait des photos n'est absolument pas différent, par exemple, sur ce qu'on peut lire sur Google Photos. Pourtant, je suis à peu près certain qu'on utilise beaucoup Google Photos. Après tout, c'est presque positif de se dire que maintenant, dans ce genre d'application, les gens sont vigilants, sont sensibilisés et se posent la question de ce qui se passe derrière. En revanche, effectivement, est-ce que c'est la priorité en termes d'inquiétude? Peut-être pas. Il y a peut-être des choses plus inquiétantes, Guillaume, que tu avais relevées, toi? Oui. Alors déjà, bon, surtout toujours sur FaceApp, comme FaceApp du coup fait le buzz, eh bien forcément des escrocs veulent l'utiliser et ils ont sorti un site web et des vidéos YouTube comme ça qui vantent un FaceApp Pro. Surtout ne cliquez pas dessus parce que ce FaceApp Pro en fait n'existe pas et ça vous amène dans des sites qui téléchargent des malwares un petit peu dégueulasses un petit peu partout. Donc voilà, ça le vrai danger c'est FaceApp Pro en fait, c'est-à-dire ce faux FaceApp Pro qui vous amène dans des endroits dangereux. Et puis bon, si on se préoccupe de la vie privée, il faut s'en préoccuper tout le temps. Donc je sais pas, il y a probablement beaucoup d'utilisateurs de porno à travers le monde, je suppose, puisque donc il y a des auteurs d'une étude qui ont étudié quand même 22 000 sites pornographiques, tu sais, je veux dire... Ils se sont donné du mal quand même. C'est quand même fort, je veux dire, bon, voilà, je sais pas si beaucoup de gens utilisent plus de 2 ou 3, mais voilà, 22 000 sites... pour se rendre compte que, en fait, les codes de tracker de Google, Facebook et Oracle étaient présents dans une bonne proportion de ces sites. En fait, les trackers de Google sur 74%, les trackers de Facebook sur 10% et les trackers d'Oracle sur 24%. Donc oui, Oracle est aussi dans le business publicitaire, donc voilà, sachez-le, moi je ne savais pas d'ailleurs. Et bon, globalement, c'est quand même très inquiétant, parce que ça devrait pas. Parce qu'évidemment, vos préférences sexuelles, c'est pas quelque chose qui devrait entrer dans votre profil de ciblage publicitaire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un gros problème qui a été soulevé. Alors évidemment, la plupart des gens, je suppose, vont sur des sites pornographiques en mode privé, sur le navigateur. Et en fait, ça protège, oui, un peu, mais pas de tout. C'est-à-dire, ça va séparer votre identité standard, on va dire, que vous avez en ligne, et votre l'identité que vous utilisez pour aller sur un site porno. Mais il faut savoir qu'il y a plein de moyens de vous traquer sur Internet. Il n'y a pas juste les cookies qui sont donc pas stockés quand vous êtes en mode privé. Il y a aussi tout ce qui est le fingerprinting, c'est-à-dire la prise d'empreinte digitale de votre ordinateur et surtout de votre navigateur. Alors, comment ça marche? C'est pas très compliqué. Votre navigateur, il a une configuration. Cette configuration, c'est celle de votre PC, c'est quelle est votre résolution d'écran, quelle est la quantité de RAM, quelle est exactement la version de votre navigateur, la version de tel truc. Et en fait, quand on agrège toutes ces données qui sont a priori des données techniques complètement bénignes, on obtient un identifiant qui est quasi unique. Et ça permet de faire un shadow profile, ça permet de faire un profil publicitaire de vous, même si vous êtes lié à aucun compte. Et ce profil, il peut être suivi et traqué quand même, et il même peut être si super vous êtes précis. en mode... Et il peut être très précis, bien sûr. Et surtout, manifestement, il peut aussi contenir toutes vos préférences sexuelles. Donc c'est un petit peu particulier. Et donc voilà, si vous êtes intéressé là-dessus, vous pouvez aller télécharger Privacy Badger ou aller sur Panopticlick de l'Electronic Frontier Foundation, qui vous dira à quel point votre navigateur est sensible au fingerprinting et autres. Donc c'est bien de s'inquiéter de FaceApp, mais peut-être inquiétez-vous aussi d'autres choses si jamais vous êtes sensibilisé sur le sujet. Allez, on passe à un autre type de news et rumeurs, plus sur l'angle de, tu sais, ce qui nous passionne, les smartphones. Bon, ça nous passionnait, je sais pas si ça nous passionne encore, mais... Si, encore un peu. Allez, on va parler des Google Pixel 4, en tout cas, dont les fuites ont montré
qui avait plusieurs donc capteurs prévus en haut de l'écran. Alors 2 choses à en déduire déjà, c'est que c'est fini les petites encoches pour le Google Pixel 4. Donc ceux qui n'aimaient pas les petits notches, là, les encoches dont on a beaucoup parlé, vous devriez être ravis. Alors moi ce que je trouve un petit peu dommage, c'est de résumer le débat à encoche ou pas encoche, parce que là en l'occurrence l'écran ne va pas jusqu'au bord de l'appareil. Bon, c'est effectivement une exigence tout à fait relative et peut-être pas très très importante, mais j'ai pas envie de refaire le débat de l'encoche. En tout cas, le Google Pixel 4 affiche plusieurs zones de capteurs, dont une qui est particulièrement large, bien trop large pour être un capteur de visage 3D, donc un équivalent d'un Face ID ou des autres capteurs de reconnaissance faciale, mais permettrait de reconnaître, d'après les rumeurs, les gestes qu'on pourrait faire. Alors je crois que le Samsung de mémoire Galaxy S6, si je dis pas de bêtises, proposait déjà des gestes, c'est-à-dire des petits mouvements qu'on pouvait faire un peu au-dessus de l'écran sans le toucher, qui n'avaient pas recueilli un engouement particulièrement démentiel, et je crois que c'est pas quelque chose qui a été beaucoup renouvelé par la suite. Là, il peut s'agir d'autre chose. Guillaume, est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution sur l'interface homme-machine des smartphones avec ça ? Oui, absolument. Oh, ouais. Évidemment. Non, mais alors, tu sais que le S3, déjà, il proposait ça. Ah, c'est le S3, ouais, c'est beaucoup plus loin que le S6. Ouais. Ah oui, non, c'est vieux. Bah, évidemment, ça utilisait la webcam, c'est-à-dire ça surveillait la webcam, et si vous passiez la main devant la webcam, ça, je sais pas, ça... Peut-être que vous faisiez un rewind sur la vidéo, peut-être que vous faisiez pause, je sais pas exactement. Je sais plus. Mais en tous les cas, oui, c'est une vieille idée qui était assez mal implémentée parce que les capteurs étaient pas super précis, quoi, c'est pas évident. Et puis bon, évidemment, il fallait interpréter aussi le flux vidéo. Sauf que depuis, il y a eu la démo de Project Soli de Google, qui est un petit radar tout miniaturisé, qui est capable, lui, par contre, de cartographier en 3D l'espace qui est qui est juste devant l'écran. Et du coup, il serait... c'est pas impossible que ce gros trou soit là pour accueillir le capteur de Soli. Et du coup, avec Soli, on pourrait imaginer d'être beaucoup plus précis et peut-être effectivement d'implémenter une interfaçage à la Minority Report qui serait beaucoup plus crédible, oui. Bon, après, sur un smartphone, moi, j'ai toujours du mal à voir les cas d'usage. Mais pourquoi pas, on verra. Autre chose, le Samsung Galaxy... n'importe quoi, le Xiaomi Mi A3. Alors, les Mi A1, Mi A2 et le futur, donc, le Mi A3, qui a été présenté plutôt en France la semaine dernière. C'est donc ce constructeur chinois qui propose des smartphones qui sont avec une interface Android One, donc une version qui n'a pas de surcouche constructeur. Donc, il y en a plein qui apprécient évidemment le fait que ce soit relativement simple et épuré, proche de ce que propose Android dans son interface initiale originelle. Donc ça recueille pas mal d'engouement aussi parce que les tarifs des smartphones sont hyper abordables pour des produits qui sont relativement puissants et qui proposent des caractéristiques plutôt intéressantes. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette présentation du Mi A3 qui a eu lieu la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une vidéo qui est sorti, qui montrait tout simplement le démontage par le constructeur. Alors j'ai trouvé ça assez génial en termes de communication quelque part, puisque d'habitude c'est les iFixit que vous connaissez vraisemblablement et consorts, qui sont donc les marques qui s'approprient les appareils dès qu'ils sortent, pas que les smartphones d'ailleurs, et qui les démontent pour montrer leur réparabilité et savoir comment ils sont construits. Et là j'ai trouvé génial le fait que Xiaomi le fasse lui-même, d'une part parce qu'il coupe un peu l'herbe sous le pied à ces entités qui vont faire du démontage, et puis derrière il y a aussi l'avantage de montrer potentiellement la forte réparabilité des smartphones. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Guillaume. Là en l'occurrence Xiaomi dit que son téléphone est plutôt facile à réparer et qu'il se démonte très facilement. On peut le croire peut-être sur parole, Guillaume, non ? Oui, enfin, c'est ce qui semble démontrer en faisant son propre iFixit. Moi, je trouve ça très bien, honnêtement, qu'un téléphone soit réparable, démontable et que ce soit assez facile pour être fait par l'utilisateur lui-même. Tu sais très bien que c'est un truc qui effectivement me tient à cœur. Donc, oui, moi, je suis plutôt très content que ce soit. Enfin, je suis très content de ce move-là de la part de Xiaomi. J'aimerais même le voir, si possible, chez d'autres constructeurs, certainement. Est-ce que tu crois qu'Apple pourrait faire sa propre vidéo de démontage un jour ?
Certainement pas jamais. C'est pas du tout leur genre. Alors pour faire tourner les smartphones, il faut des OS. Les OS ont été un petit peu dans le cœur de la guerre qui a été menée par le gouvernement américain vis-à-vis de la Chine, notamment avec en ligne de mire Huawei. On va pas refaire l'histoire de l'embargo des États-Unis vis-à-vis d'entreprises chinoises qui ne pouvaient plus pendant un moment utiliser Android. Alors on sait que tout ça est revenu un petit peu à une situation un peu plus calme, mais il y a quand même cette rumeur d'un OS de Huawei qui serait toujours en préparation dans les cartons depuis un moment et qui aurait peut-être eu un regain d'intérêt en interne sur sa préparation pour que si un jour on bloque vraiment l'utilisation d'Android pour des entreprises chinoises, eh ben, ils aient de quoi se retourner. A priori, l'OS de Huawei n'aurait jamais été pensé pour les smartphones d'après les rumeurs, donc ça aurait été une espèce de gros coup de bluff. Guillaume, est-ce que tu as pris le temps d'investiguer ce qui se passe dans l'univers des OS de Huawei ? Oui, alors pour l'instant, on n'a rien de sûr, donc il y a encore de nouvelles rumeurs sur d'autres rumeurs. Alors, le fait est que Hongmeng OS apparemment serait donc une version d'un système d'exploitation pour les objets connectés et les télévisions connectées, alors que le système d'exploitation pour les ordinateurs et les téléphones s'appellerait Harmony. Bon, alors il y a donc c'est beau comme nom copyright. de système d'exploitation, Harmony, je trouve. Et ça passe mieux que Hongmeng OS, hein, honnêtement. Je pense pour à nous. l'international. Pour nous. Voilà, à l'international, disons globalement, je pense que ça passe quand même beaucoup mieux. C'est sûr. Cela dit, c'est pas encore certain non plus. Alors il y a il y a un trademark pour un système d'exploitation Harmony qui a été enregistré. Et Hongmeng, bon bah oui, ça pourrait arriver sur une télé, sauf qu'il y a des informations contradictoires entre la sortie de Hongmeng et la sortie de la télé, donc bon voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, quoi. On suivra ça. Autre domaine, celui du jeu vidéo. Alors on va pas trop tout détailler puisque Patrick a diffusé un épisode du Rendez-vous Jeu où il parle justement de la nouvelle version de la Switch, notamment la Switch Lite. Donc la nouvelle Switch, pour le coup classique, la console de jeu, a été officialisée avec en gros les mêmes prix, mais surtout une autonomie en forte hausse. Est-ce que tu vas craquer, Guillaume, pour cette nouvelle Switch avec une autonomie qui passe de 4,5 à 9 heures en gardant en tête alors les benchmarks chez Nintendo, c'est assez génial, ils se basent sur l'utilisation de Zelda et donc la console peut faire tourner Zelda Breath of the Wild 5,5 heures environ en mobilité avec la batterie. Est-ce que c'est un argument de plus pour la Switch, Guillaume ? Oui, c'est clairement un argument de plus. Bon, de toute façon, Nintendo a sorti la Switch Lite, qui est donc basée inévitablement sur une révision de la puce centrale, de la révision de son processeur, parce que sinon, évidemment, ça chauffe trop. La Switch, elle a déjà un caloduc et un ventilateur, donc c'est une puce qui chauffe quand même pas mal. Pour faire un truc qui soit beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, et qui est avec une batterie plus petite aussi, qui ait une autonomie correcte, il fallait passer à un process de gravure qui soit beaucoup plus moderne, et donc du coup, le refresh a été fait aussi à la fois a été fait sur la Switch normale et sur la Switch Lite. À mon avis, c'est exactement les mêmes puces. Donc comme la Switch Lite a une plus petite batterie, elle a une autonomie qui est légèrement inférieure, entre 3 et 7 heures, alors qu'on est entre 4,5 et 9 heures sur la Switch standard, qui est donc plus grosse et qui peut permettre une plus grosse batterie. Donc c'est tout, hein. Alors on ne sait absolument pas quelle est précisément cette puce et à combien elle est gravée, mais c'est tout simple, hein, c'est juste assez classiquement un refresh avec des technologies un petit peu plus modernes. Espérons juste que la nouvelle Switch, qui a une meilleure autonomie, ait aussi de meilleurs Joy-Con, puisqu'apparemment il y a une espèce d'épidémie de Joy-Con qui déconnent. C'est-à-dire, alors les Joy-Con, c'est les petites manettes, les petits sticks, hein, voilà, les petits sticks sur la Switch. Apparemment, certains ça arrive assez rapidement, d'autres ça vient d'arriver maintenant. Mais apparemment, il y a des milliers de cas où le Switch, enfin même si vous êtes en position neutre avec le Joy-Con, il part à gauche. Bon, pourquoi on ne sait pas. Toujours est-il qu'il faut le réparer, et c'est suffisamment répandu comme truc pour qu'il y ait une class action qui soit aux États-Unis, qui soit lancée aux États-Unis par un cabinet d'avocats, parce que apparemment Nintendo était
au courant de la fragilité de ces Joy-Con, et donc ils demandent réparation. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'espère que les Joy-Con ont quand même été un petit peu plus rigidifiés, ou en tout cas sont un petit peu plus solides dans la nouvelle version. Il y a des nouvelles couleurs en tout cas, je sais pas si ça règle le problème. Il y avait des soucis de connectivité aussi sur les Joy-Con au départ, je sais pas si ça avait pas été aussi l'objet d'une première correction, je me rappelle plus. Dans l'univers des consoles de jeux, on peut aussi parler de Google Stadia qui alors a fait un espèce de gros carton plein au niveau des relais d'influenceurs et des médias au moment où ça a été annoncé. Google Stadia, pour le rappeler, donc c'est la console par Google, mais comme c'est une console Google, effectivement vous n'avez pas de console chez vous, mais elle est chez Google. Grosso modo, vous avez la manette, le Chromecast Ultra, et vous vous connectez à distance aux jeux vidéo qui sont streamés. Et en fait, il y a pas mal de petites déceptions déjà sur l'offre, puisque beaucoup pariaient sur le fait que ça allait être le Netflix du jeu vidéo. Mais évidemment, ça ne l'a pas été, et il faut bien passer à la caisse pour les jeux vidéo par exemple. Et là, la nouvelle déception, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de brancher des casques Bluetooth sur la manette. On peut la brancher sur la télé si jamais on a une télé compatible et qu'on utilise déjà, qu'on a déjà la possibilité de brancher un casque Bluetooth sur sa télé, mais a priori pas par la manette. Alors moi, je suis pas un gamer aussi soutenu, qui nécessite en tout cas des casques Bluetooth. Est-ce que c'est un gros problème ça, Guillaume, ou est-ce que c'est pas un petit ouin-ouin en plus pour les détracteurs de la Google Stadia? Oui, bon, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, parce que je veux dire, ça arrive jamais que tu branches ton casque Bluetooth sur ta manette, quoi. Tu le fais pas sur ta manette PS4, tu le fais pas sur ta manette Xbox, quoi. Donc tu le fais pas sur ta manette Stadia, ça me choque pas plus que ça. Sauf que comme il n'y a pas de console, c'est vrai que tu te dis, bon finalement je branche à quoi, qu'est-ce que je fais? C'est des interrogations qui sont soulevées par le nouveau mode d'utilisation, la nouvelle nature, si tu veux, de Stadia, hein. Cette espèce de console déportée comme ça, qui est, c'est vraiment très nouveau, et donc forcément les gens se posent des questions. À raison, hein, complètement à raison. Bon, moi, c'est pas le casque Bluetooth qui va me faire utiliser ou pas Stadia, hein. J'avais déjà parlé plusieurs fois. Je suis pas particulièrement... j'attends pas particulièrement Stadia, même si je le testerais très volontiers, mais bon, voilà, je suis pas super hypé. Enfin, voilà, moi, tu me connais, j'aime bien de toute façon, j'aime bien le matos, j'aime bien les... T'aimes la bonne vieille cartouche. Machines. Exact. Non, alors, mais tu sais que carrément en fait. Hein. Ouais. Tu sais que depuis qu'il y a des DVD, je pleure parce qu'il y a tant de chargement. Je me dis les cartouches. C'est sûr. Bon, voilà. Et puis tu pouvais intégrer la sauvegarde dedans. Non mais tu rigoles. Non mais c'est vrai que j'en suis quasiment là, donc c'est vrai que Stadia c'est peut-être pas tout à fait pour mon profil, quoi. Mais bon, écoute. Bon, est-ce que tu serais plus Xbox One éventuellement, juste pour mentionner le fait qu'elle serait hyper en retard par rapport à la PS4 sur ses ventes qui chutent énormément en fin de génération. Alors sur le duel PS3 Xbox 360, a priori la Xbox 360 avait plutôt dominé l'environnement commercial. Je ne parlerai pas de l'aspect engouement ou jouabilité, etc., mais vraiment sur l'aspect commercial. Et la PS3 avait rattrapé la Xbox 360 sur la fin de sa génération. Pour la Xbox One, il semble que ce soit une baisse permanente avec un déclin avec une chute de 48% des ventes. Donc, c'est normal, hein. Tu penses que c'est pas grave pour eux? Non, pas du tout, non. De toute façon, je veux dire, c'est parfaitement naturel. La Xbox, elle a toujours été un petit peu à la traîne par rapport à la PS4 sur cette génération, donc ça change pas. Et globalement, c'est la fin de la génération de toute façon. On entend parler de la PS5, on entend parler de la Scarlett tout le temps. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. Le marché est saturé. Les ventes, donc, déclinent parce que les gens, soit ils ont une Xbox, soit ils veulent pas de Xbox, ils ont autre chose, soit ils attendent la prochaine génération. Et puis, c'est pas non plus... Enfin, il y a 48% de baisse de revenus en vente de machines, ce qui en fin de génération est pas complètement foufou non plus. Et ça représente donc une baisse de 10% du chiffre d'affaires sur le secteur gaming chez Microsoft. C'est des chiffres qui sont parfaitement... Enfin, c'est naturel, hein, voilà, c'est fini, quoi, c'est tout. C'est bientôt la génération PS5. Bon, il va falloir songer à passer à la caisse pour changer de génération. Un autre petit mot aussi pour une société qui semble décevoir certains, c'est Netflix,
qui, a priori, les pauvres, ils n'auraient enregistré que 2,7 millions de nouveaux abonnements payants entre avril et juin. Ils en attendaient 5 millions et ils en ont même perdu quelques-uns aux États-Unis. Alors bon, c'est que 120 000 personnes, hein, mais les États-Unis concentrent près de 40% des abonnés. Il y en a qui disent, bah oui, à force d'augmenter les prix, voilà ce qui se passe. Et puis il y en a d'autres qui disent, bah il faut voir aussi que la concurrence, elle est pas neutre. Il y a Amazon, Hulu, il y a YouTube, et puis arrive Disney, forcément, arrive Apple. Est-ce qu'il faut s'alarmer pour Netflix, Guillaume ? Oui, bah oui, bien sûr, il faut s'alarmer, hein. Je pense que c'est clair et net, hein. Non, mais c'est au-delà de la hausse de prix qui, à mon avis, n'a pas eu une énorme influence. Je crois que c'est 2 $, je crois, hein. C'était 2 $, ouais, de 10,99 à 12,99. Assez significatif quand même quand tu tu passes les 10 $, cela dit, hein, dans l'image et dans la perception. C'est vrai. Mais enfin, moi, si t'es abonné à Netflix, est-ce que tu vas te désabonner pour ça? Bon, je suis pas complètement sûr, quoi. Non, par contre, clairement, il va y avoir une monstrueuse guerre du streaming avec une fragmentation monstrueuse des contenus. Qui va donner la migraine à plein de gens, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont devoir s'abonner à plein de trucs, jusqu'au moment où ils en auront marre et où téléchargeront pirater les séries qu'ils ont envie de voir, quoi, parce que autant il y a eu un âge d'or avec Netflix, il y avait tout sur Netflix, t'étais abonné à Netflix, bah, t'avais besoin de rien d'autre, donc bah, pourquoi pirater, pourquoi s'emmerder? Autant s'il y a 12 services de streaming et que tu veux regarder des séries qui sont sur une demi-douzaine de plateformes différentes, ça va te casser les couilles très rapidement. Et à mon avis, au plus fort de la guerre du streaming, le grand gagnant, ce sera le piratage. Moi, je le vois comme ça. Bon, on va tenir les paris, on verra bien ce que ça donne. Et puis, tiens, on peut en profiter pour dire aussi, hein, justement, quand on parle de Netflix et des services d'abonnement, qu'il faut quand même du débit pour les consulter. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être embêtées avec des débits en ADSL assez faibles, qui ne leur permettent pas de consulter des services en streaming comme ça. Et en France, il y a un dispositif de cohésion numérique des territoires qui vise à proposer une aide financière de l'État jusqu'à 150 € pour des abonnements 4G fixes, et notamment aussi de la part des opérateurs des offres spéciales pour permettre justement aux personnes qui ont des difficultés par rapport à la DSL de se connecter un petit peu plus vite en s'appuyant donc sur la 4G. Ça n'a pas l'air simple, ça fait partie de ces sujets sur lesquels il y a des belles initiatives mais où ça relève un petit peu a priori du parcours du combattant, mais si vous êtes concerné, peut-être que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil pour essayer de voir si vous n'avez pas intérêt à profiter de ces offres. Allez, un petit mot aussi, parce qu'on est dans un podcast, on ne peut pas passer à côté de cette news, et on terminera je pense là-dessus. Apple prévoirait de financer des podcasts pour les avoir en exclu. On avait parlé il y a de ça quelques temps de Magellan. Si vous vous intéressez à l'univers des podcasts, vous avez dû entendre parler de cette initiative de Mathieu Gallet qui propose donc une application qui référence tous les podcasts gratuitement, mais qui propose aussi des podcasts produits par Magellan et donc accessibles uniquement de manière payante. Après tout, Apple propose bien un service bientôt de streaming de contenu pour concurrencer Netflix. Est-ce que tu penses, Guillaume, que Apple pourrait financer des podcasts pour les diffuser en exclusivité sur sa plateforme? Bon, je trouve que ça fait sens, mais je ne sais pas ce que tu... Oui, bien sûr. Il y a plein de boîtes qui le font déjà. Spotify va le faire. Bon, aux États-Unis, il y a énormément de trucs qui le font déjà. Donc c'est un modèle qui commence à émerger, en tout cas à essayer d'émerger. Oui, c'est à mon avis, c'est clairement un futur pour le podcast, pas le seul bien sûr, mais oui, ça me paraît quasiment logique, oui, parce que Apple historiquement, c'est lui qui a fait naître le podcast quasiment. Donc qu'il essaye de le monétiser, d'utiliser aussi cette énorme force de frappe qu'il a, ça me paraît tout à fait naturel, ouais. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes les news qu'on avait prévues et qu'on avait glanées dans nos veilles respectives pour animer cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère évidemment que tout ce qu'on aura pu dérouler vous aura permis d'y voir plus clair, notamment sur cette histoire de Neuralink. C'est vrai que ça peut être l'objet de beaucoup de spéculations et on peut vite partir dans des échanges à table, en famille ou en vacances, où on part dans des choses fausses. On a essayé de borner un petit peu et que vous ayez tous les éléments pour y voir plus clair. J'espère que Patrick aura pu profiter du repos qui lui a été proposé quand on a fait cet enregistrement. J'espère qu'on n'a pas raconté de bêtises aussi. Guillaume, il est peut-être temps qu'on rappelle aux gens d'où on vient, nous. On s'appelle tous les deux Guillaume, mais d'où est-ce qu'on vient? C'est le moment de le rappeler peut-être.
mais on vient d'un autre podcast tech, Tech Café, qui est un podcast tout à fait succulent que je vous encourage à goûter. Merci beaucoup Guillaume. Donc moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez aussi sur guillaumevendée.fr avec mes différentes activités personnelles et bien entendu chaque semaine dans Tech Café. Concernant le rendez-vous tech, vous pouvez le retrouver comme plein d'autres émissions d'ailleurs sur frenchspin.fr et d'autres émissions aussi en anglais. Si vous écoutez les podcasts en anglais, vous pouvez découvrir d'autres émissions de Patrick sur frenchspin.com. Je pense qu'on va pouvoir libérer nos auditeurs pour qu'ils puissent retourner à la plage, en montagne, tout simplement siroter un petit mojito ou une bière bien méritée et leur dire à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à tous, ciao Guillaume. Ciao à tous et bonnes vacances à tous. Salut.